Bonsoir à tous, chers amis de CDR, le collectif citoyen pour la démocratie réelle. On se retrouve pour un nouvel entretien avec Tom Conan, auteur d'un roman en 2020 qui s'appelle Radical, dont vous voyez la couverture ici. Tom Conan, dans cet ouvrage, il situe son histoire en fait au moment du mouvement des Gilets jaunes, fin 2018, et il livre une analyse assez intéressante du mouvement à travers l'histoire de ces personnages. Avant d'aller concrètement dans le vif du sujet, comme d'habitude, on a nos amis et nos voix de CDR, Gwen et Louise, qui nous rejoignent. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Donc Radical, le roman de Tom Conan est paru en 2020. Tom, je te laisse la parole pour te présenter et nous expliquer un petit peu ce qu'est Radical pour toi. Bonsoir, merci de me recevoir d'avance un peu. Désolé, je suis assez fatigué, donc j'ai l'air un peu accablé, mais c'est pas l'exercice qui m'accable, c'est juste une sorte de grippe qui couvre. Donc effectivement, Radical, c'est un livre que j'avais écrit au moment effectivement du début du mouvement des Gilets jaunes. J'avais précédemment sorti un livre auto-publié qui s'appelait Le Camp quand j'étais à HEC, qui était lui-même assez frontal du point de vue en tout cas de la critique, d'une tentative de critique sociale, sociétale, politique, etc. que j'avais publié sous le pseudonyme Nathan Commons et puis après que j'avais republié sous mon vrai nom qui est disponible désormais, mais qui est un peu plus brouillon que le travail ensuite que j'ai pu mener, mais qui fixait quand même pas mal d'éléments qui me semblent pertinents pour comprendre l'époque. Ensuite, donc, effectivement, en 2020, rentrée 2020, j'ai sorti Radical, qui est l'histoire de deux gays au parcours assez contrarié, qui est à Sciences Po, qui est plutôt un social-libéral, disons, modéré, qui n'a pas vraiment eu un esprit révolutionnaire particulier, même s'il est quand même un peu désabusé également. Et il rencontre Harry, le narrateur rencontre Harry, qui lui est un militant gilet jaune. Enfin, au-delà de ça, il a été dans les franges, disons, d'extrême gauche, voire même d'ultra gauche. Et lorsque effectivement émerge les gilets jaunes, il va vraiment se joindre à ce mouvement jusqu'à lui-même se radicaliser. C'est à proprement parler effectivement ce qui va se passer en épousant, disons, la pensée, ou en tout cas plutôt les méthodes, on pourrait dire, des Black Blocs et d'autres franges, disons, qui sont plus frontales, plus directes dans leur contestation. C'est pas quelqu'un qui va critiquer forcément le fond avec des outils d'analyse parce qu'il est très jeune, mais par contre, il a quand même quelques intuitions qui semblent assez justes pour, en tout cas, le narrateur, du point de vue du narrateur, et qui va donc ensuite le mener à donc avoir un discours de plus en plus dur et qui, au départ, disons, pour le faire sommairement, est plutôt un discours de gauche, disons, radical, un peu mélanchonien dans certains accents, même s'il n'est pas partisan à proprement parler, mais qui va ensuite devenir plus, disons, crypto-fasciste, ou en tout cas qui va développer, disons, une approche beaucoup plus autoritaire, et c'est ça qui va déplaire fortement, disons, au narrateur, qui le suit jusqu'à un certain point, mais pas forcément jusqu'à cette extrémité-là. Et ensuite, sans dévoiler trop d'autres éléments, ce qui me semble intéressant, c'est le processus, on pourrait dire, de contamination, avec tous les guillemets que ça suppose, de transformation intellectuelle que va subir le narrateur Nicolas à son contact, et qui justement va être un peu mis face à ses propres contradictions, qui va également essayer de sauver un petit peu, de sauver la face, on pourrait dire, et de conserver quelques éléments, on pourrait dire, du paradigme, de la méthode de pensée, du logiciel, comme on dit, entre guillemets, disons, social-démocrate, social-libéral, et il va avoir de plus en plus de mal ce faisant. Et donc, l'idée, c'est à la fois de montrer la complexité du combat politique frontal qui attaque les institutions, qui attaque les injustices et les inégalités de manière, on pourrait dire, directe par la rue, par les corps, d'une certaine façon, mais également de montrer voilà, les écueils possibles dans un discours qui finalement peut être à l'intersection sur une pointe de crête, on pourrait dire, entre d'un côté une contestation sociale un peu marxisante, tout à fait, disons, intéressante et progressiste, même si ce terme, je le récuse totalement puisqu'il est parfaitement dévoyé aujourd'hui, mais une analyse plutôt marxiste qui va ensuite devenir une analyse plus autoritaire et plus crypto-fasciste, encore une fois, dans les thèmes sur les questions d'immigration notamment. Voilà.
Oui, oui, c'est un peu le choc des cultures entre les deux protagonistes du roman. Et merci d'avoir déjà développé un petit peu le roman, mais on va revenir sur certains aspects parce que ton analyse sociologique, elle est hyper intéressante. Moi, je l'ai trouvé très pointue quand j'ai lu le roman. Mais si je peux me permettre juste, parce que je viens d'entendre ta présentation, mais le personnage de Harry, du coup, Oui. il n'est pas plutôt d'extrême droite, par-delà le mouvement des Gilets jaunes que d'extrême gauche. En fait, au tout départ, quand Nicolas rencontre Harry, Harry se présente comme un personnage plutôt militant d'ultra-gauche, d'extrême gauche, mais il ne va pas D'accord. qualifier la chose de manière aussi précise. Elle est à lutte ouvrière notamment, il a été proche du Parti communiste, en tout cas dans les idées, même dans les sections, en fait, concrètement parlant. Mais ensuite, disons, avec le mouvement des Gilets jaunes, il va un peu, je ne sais pas, se perdre, ou en tout cas s'entraîner lui-même dans une sorte d'un peu de confusion dans les genres, mélanger un petit peu comment dire, les registres, on pourrait dire, les thématiques, et après, on pourrait dire tomber dans un piège, parce qu'à un moment donné, dans un roman, ce qui est intéressant, c'est, contrairement par exemple à un essai où il s'agit de décrire ce qui est, dans le roman, il s'agit quand même de mettre du drame, et je pense que l'un des drames, on pourrait dire, du combat politique contemporain, ou du combat politique tout court, c'est justement de confondre les combats, parce qu'à un moment donné, une forme de radicalité, la radicalité n'est pas forcément synonyme d'intelligence, évidemment, même si elle va à la racine, théoriquement, mais cette radicalité peut présenter également des écueils qui, d'ailleurs, à mon sens, mais on reviendra sans doute là-dessus, sont peut-être les écueils aujourd'hui d'une certaine gauche qui, justement, parfois, à tort ou à raison, disons, peuvent, disons, emprunter ou aller sur des registres, des thématiques euh, qui sont tellement liées, en tout cas qui sont tellement proches abstraitement et qui supposeraient un gros travail théorique, qu'il est possible ensuite soi-même de se prendre à son propre piège. Et finalement, c'est aujourd'hui, même si c'est un peu un truisme de dire ça aujourd'hui, mais disons que c'est le risque qui existe chez certaines personnes ou chez certains groupes, à un moment donné, de dire finalement, on vote Mélenchon, quelque part, il est dans la vie politique depuis plus longtemps que Marine Le Pen, et si on Marine Le Pen, il y a quand même des points communs, etc., sur l'euro, sur l'Europe, sur, je sais pas, la géopolitique. Et donc, voilà, ce risque, il est présent notamment dans une jeunesse non pas ignorante, absolument pas, mais une jeunesse en formation qui n'a pas encore toutes les clés. Parce que moi, je pense que souvent, le gros problème, c'est qu'on plaque, notamment dans les essais. C'est pour ça que l'essai est un instrument de connaissance dans le monde d'aujourd'hui qui est un peu problématique, parce qu'à la fois, ça, c'est très intéressant, c'est absolument indispensable. Le travail des chercheurs, par exemple. Moi, je nourris, par exemple, de beaucoup de travaux comme ceux de Frédéric Lordon, par exemple, en économie et en philosophie politique. Mais très peu de gens maîtrisent ce genre de discours très subtil, qui suppose de connaître la philosophie, Spinoza, en l'occurrence pour Lordon, etc., ou le marxisme, de manière super pointue. Et donc, voilà, parfois, disons, on est encore une fois, sur une ligne de crête, un peu en permanence, il me semble en tout cas, lorsqu'on est dans des discours frontaux et dans des actions frontales elles-mêmes, comme l'a été une partie, en tout cas certaines franges du mouvement des Gilets jaunes, et que je condamne évidemment absolument pas en tant que tel, mais j'en montre les écueils, les limites, qui est notamment la question de l'organisation, qui avait d'ailleurs été pointée du doigt par Lordon à un moment donné, le manque d'organisation peut-être, qui peut être à l'origine d'un écueil. Justement, je voulais te demander par rapport à ça, moi, une des premières questions qui m'est venue, c'est pourquoi avoir choisi comme personnage principal avec le narrateur, donc de mettre en scène un gilet jaune d'extrême droite. Parce que tu évoques son origine sociale et les difficultés inhérentes à cette origine, en expliquant que c'est la cause de sa radicalité. Mais finalement, ça peut mener à d'autres formes de radicalité qui vont pas du tout vers l'extrême droite. Des fois, j'ai l'impression que tu liais la radicalité à l'extrême droite. Pourquoi pas non, en tout cas, si c'est l'impression, c'est pas du tout ce qui était voulu. Non, au contraire, le point, c'était même sur le titre du livre, bon, évidemment, ça paraît être un détail marketing, mais ça ne l'est quand même pas tout à fait. Il s'agissait de trouver une notion qui soit centrale. Quand je dis centrale, j'entends qu'il n'est pas teinté politiquement en tant que tel. C'est-à-dire qu'on peut être radical dans n'importe quel champ. Guillaume Dustan, par exemple, sur les questions LGBT, est un radical, se présentait comme tel et présenté comme tel après maintenant 20 ans d'analyse de son travail, que j'aime énormément, comme un radical gay, un radical féministe et de la cause queer, etc. Dans un domaine qui n'a rien à voir avec l'extrême droite ou même avec l'extrême gauche d'ailleurs, puisqu'il n'a pas un discours marxisant du tout. C'est une critique plutôt antitotalitaire, anti-marxisante et quasi libérale, en tout cas libertarienne dans certains de ces aspects. On pourrait y revenir, donc ça c'est une question un peu spécifique sur Guillaume Dustan. Mais voilà, et de la même manière, on peut être radical à l'extrême droite, ça existe, je veux dire, il y a un discours articulé radical à l'extrême droite, on peut l'être à l'extrême gauche, on peut être également, ce que je développe aussi à certains moments,
de manière un peu plus marginale, radicale, dans un courant écologiste, par exemple, avec des mouvements comme Extinction Rébellion, par exemple, qui sont des mouvements tout à fait intéressants. On pourrait parler de Femen, par exemple, sur les combats féministes, qui aujourd'hui quand même une certaine résonance. Voilà, il y a différentes formes de radicalité, et justement, on peut s'y perdre. Et en tout cas, le personnage d'Harry, qui au début a un discours extrêmement, on pourrait dire, structuré, progressiste, en tout cas compatible avec le schéma de pensée de Harry, de Nicolas, pardon, ensuite va s'en éloigner de plus en plus. Et ce que je trouvais intéressant, là, c'est une technique narrative qui relève plus de questions esthétiques que de questions politiques à proprement parler, parce qu'un roman, c'est ce qui fait avancer le roman, c'est d'abord les personnages, c'est pas la théorie, sinon on fait un essai pour le coup. Donc à un moment donné, c'est les personnages qui portent, et il s'agit de se mettre un peu, en tout cas, humblement dans la tête, dans la psyché, dans la situation même des personnages, pour essayer de leur faire des choses les plus crédibles et les plus intéressantes possibles. Notamment, l'une des choses, je trouve, intéressantes, extrêmement grave, mais intéressante d'un point de vue intellectuel, c'est lorsque le personnage principal, après une longue fréquentation justement d'Harry, qui lui est quand même, voilà, encore une fois, dans plusieurs eaux, va lui-même à un moment donné avoir un discours raciste, alors qu'au début, il est, donc Nicolas, le narrateur et le personnage principal, foncièrement antiraciste. Dire là-dessus, il est juif, c'est pas d'ailleurs une raison en tant que telle qui l'exonère de cela, mais il est très sensible à la question de l'antisémitisme, la question du racisme, la question du féminisme, etc. Il est de ce point de vue-là impeccable. En tout cas, je ne dis pas que c'est une personne évidemment parfaite, mais disons qu'il n'est pas du tout dans une approche qui est l'extrême droite. Et lui-même peut, à certains moments très spécifiques, et en l'occurrence, il va être contaminé non pas seulement idéologiquement, c'est pour ça qu'encore une fois c'est un roman, mais par la manière réelle dont on se rencontre dans le monde réel précisément, c'est-à-dire à travers les sentiments, les émotions, etc. C'est une analyse assez lordonienne, encore une fois, quand je ferai référence à Lordon tout à l'heure, qui parle beaucoup des émotions de Spinoza. Rappelez-vous le cadre un peu spinozien, effectivement, que disons, les individus sont d'abord mus par leurs affects et ne sont pas des agents autonomes et rationnels, comme le veut par exemple la théorie néoclassique en économie. Donc il est dans quelque chose qui est beaucoup plus émotionnel, affectif, qui me semble être un cadre beaucoup plus en prise avec la réalité contemporaine, y compris la réalité politique. Je pense que la réalité politique, elle se vit dans une chair, elle se vit dans des corps, et justement j'essaie à un moment donné d'extraire encore une fois ça du contexte idéologique pur, pour être plus, collé plus à une forme de réalité. Et à un moment donné, c'est, en l'occurrence, ça nous éloigne sans doute des thèmes principaux qui nous intéressent, mais en tout cas prioritairement, mais il est contaminé par amour, d'une certaine façon, en tout cas par une rencontre charnelle tellement intense qu'il va pouvoir faire des sacrifices moraux et intellectuels de grande importance, qui vont être terribles pour lui. Juste, je voulais rebondir. Est-ce que ça peut pas être transcendé par le collectif, le fait que tu disais le politique, il vit dans la chair et dans les individus. Est-ce qu'à un moment, le fait justement de mettre un petit peu les individus de côté, parce que le ressenti et l'émotion, c'est quelque chose effectivement de très individuel. Est-ce que ça peut pas être transcendé par le collectif? C'est-à-dire qu'à un moment, on se pose et on se dit comment on organise la société éventuellement, comment on essaye d'améliorer les choses. Parce que là, on a l'impression que sinon, on est sous le diktat de nos émotions, et puis que l'homme n'a rien appris depuis le paléolithique ou presque. Alors encore une fois, dans le cadre moi, qui est le mien, en tout cas qui est celui dont je me sens le plus proche, c'est une analyse un peu spinozienne, dans le sens sans prétention, mais c'est ça qui me convainc, disons, le plus. Je pense qu'on part toujours effectivement d'affects, mais en effet, vous avez tout à fait raison de le souligner. Il y a des affects individuels, on pourrait dire égoïstes d'une certaine façon. On poursuit son intérêt, on veut manger, on veut reproduire son espèce, persévérer dans son être, comme l'explique ce courant de pensée, cette tradition intellectuelle, on pourrait dire. Mais effectivement, il y a aussi les affects communs, c'est le terme utilisé en tout cas dans ce cadre de pensée-là, que je trouve très intéressant. Et ces affects communs, vous avez entièrement raison, c'est finalement le cadre politique lui-même. Et en effet, le mouvement des Gilets jaunes, là-dessus, c'est totalement incontestable, malgré des écueils, etc., des risques, je l'ai précisé longuement tout à l'heure. Bien sûr, il s'est passé quelque chose. Et c'est pour ça que d'ailleurs, moi, quand il se passait ça, je ne me suis pas dit, tiens, ça peut être intéressant, dans l'intention que j'avais en tout cas, de montrer comment un gars des Gilets jaunes peut être radicalisé à l'extrême droite, et donc c'est quelque chose de pas bien, qu'il faudrait surtout écarter. Absolument pas. Je pense que c'est justement, ça a été, même encore aujourd'hui, après le recul quand même qu'on a sur ce mouvement-là, sur les différents représentants, entre guillemets, les figures en tout cas, qui ont pu rejoindre ce mouvement-là dans des formes
formes assez diverses, et des engagements de certains et de certaines que je partage disons pas forcément. Mais en effet, il s'est passé quelque chose de collectif, de proprement collectif. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Par exemple, en comparaison, je n'avais pas suivi de manière aussi précise, mais le mouvement Nuit debout avait été assez intéressant, pas forcément fécond du point de vue de ce que ça avait donné ensuite, disons, comme résultat politique, mais parce qu'il n'y avait pas, ça ratissait pas assez large, disons, socialement, pour le dire simplement, c'était quand même quelque chose qui concernait quand même effectivement avant tout des élites éclairées, en tout cas dans beaucoup de mouvements qui se passaient. Moi, j'allais pas mal à la République, mais également à Saint-Denis, où j'habite, et donc effectivement, on pouvait quand même voir que c'était quand même pas exactement disons, l'homme, la femme moyenne, socialement parlant ou culturellement parlant, qui était dans ce mouvement de Nuit debout. Donc dans les Gilets jaunes, il y a eu ce mouvement très large, en effet, qui a parlé à une grande partie Alors justement, des classes ouvrières. justement, il y a quelque chose d'intéressant avant, parce que Gwen peut-être voulait te poser une question, mais effectivement, la sociologie profonde de Nuit debout, voilà, on voit qu'elle est beaucoup plus liée aux grandes métropoles, voire à Paris, à ce qui s'est passé à l'époque, donc à des catégories sociales plutôt élevées entre les CSP ou plus ou les étudiants HEC. Tu connais très bien ce milieu, donc du coup, t'en as fait d'autant mieux la sociologie a posteriori et celle qui est arrivée par la suite en 2018, celle des Gilets jaunes. Ouais. Est-ce que tu peux, parce que à travers tes personnages, je voudrais pas que tu te caches entre guillemets, enfin pas se cacher, mais qu'il y ait une sorte de faux semblant en fait. Comment tu vois la sociologie profonde des Gilets jaunes? Est-ce que pour toi c'est une grosse bande de fachos, ou alors on peut mettre des proportions, il n'y a pas de souci. À travers personnages, à travers Harry et Nicolas dans Radical, est-ce que la société Gilets jaunes, sans démagogie, tu vois, honnêtement, ce que tu en penses, est-ce que c'est des gros beaufs qui roulent, qui fument des clopes et puis qui roulent en gasoil et puis qui en ont rien à foutre de l'écologie et de la fin du monde, ou est-ce qu'il y a un mélange des deux, et c'est ce que tu as essayé de dire dans Radical en tout cas? Bien sûr, en fait, moi l'élément en fait qui me paraît d'une actualité totale, permanente, on pourrait dire, comme ce cite la révolution permanente, qui est pas mal, c'est justement effectivement la dimension, comment est-ce qu'on pourrait dire, la dimension qui touche, disons, aux catégories sociales les plus concernées. C'est-à-dire que moi, ce qui m'a toujours frappé, qui est presque un peu l'analyse de départ que j'avais dans le milieu qui est le mien et celui que j'essaie de décrire, sur lequel, disons, s'ancre l'existence de quelqu'un comme Nicolas en faisant Sciences Po, etc. Même s'il est lui-même dans une catégorie quand même à l'origine inférieure, avec des parents qui n'ont pas fait d'études, etc. Donc, pas non plus exactement dans une catégorie privilégiée, etc. Mais effectivement, il a rejoint quand même cette forme d'élite, en tout cas. Mais ce qui me paraissait intéressant, c'était pour le dire très, très durement, mais c'est une expression que j'assume, le racisme social. Moi, ce qui me semblait, avec des guillemets évidemment, c'est un racisme au sens du sens originel du mot racisme, mais disons un principe d'exclusion qui repose sur, que je vois encore beaucoup, disons, et dont les Gilets jaunes me semblent être totalement l'émanation critique pertinente, on pourrait dire encore aujourd'hui, dans leur héritage d'une certaine façon, dans leur continuité, c'est justement pointer du doigt ce point-là. C'est-à-dire que c'est pas parce que précisément on est d'un milieu social inférieur, parce qu'on n'a pas les bagages socio-culturels qu'il faut, parce qu'on vit dans des endroits qui sont la lointaine banlieue, qui sont la campagne, etc., que nécessairement on est dans des catégories qui sont stupides, qui sont incapables de comprendre la marche du monde et d'avoir en tout cas des intuitions suffisamment précises sur la question des inégalités, sur la question des défaillances, pour évidemment employer un grand euphémisme, du modèle économique capitaliste dans lequel on est. Pas besoin encore une fois d'être un fin marxiste, à mon sens, effectivement, pour comprendre ces immenses contradictions massives qui d'ailleurs ont été totalement confirmées et pérennisées et relégitimées, on pourrait dire, avec la crise la pandémie, dans le sens où, disons, cette crise-là, sanitaire terrible, avec un nombre de morts très important, avec toujours aujourd'hui tout de même des risques très importants de contamination, de décès, etc. Mais effectivement, derrière, économiquement, on aurait pu espérer, imaginer, penser une refondation, en tout cas, sur certains éléments de ce modèle économique-là, notamment par exemple sur le point de vue fiscal, je ne parle pas forcément de choses extrêmement complexes, sur par exemple la question du financement de la protection sociale, par exemple, qui repose sur
par exemple dans un pays comme la France, toujours quasi exclusivement sur le travail. C'est des choses qui sont quand même assez précises, assez concrètes dans la vie des gens. Donc ça me semble totalement valide, disons, dans ce cadre-là. Et encore une fois, c'est plus une intuition, c'est-à-dire que ce personnage d'Harry, mais pas lui-même spécialement, mais disons les personnes dont il est issu, n'ont pas forcément conscience de cette mise à l'écart, de cette stigmatisation d'une certaine façon, de ce racisme social entre guillemets dont ils sont l'objet. Et moi, c'est quelque chose qui me frappe encore toujours, c'est-à-dire que moi, j'avais beaucoup de personnes dans mon entourage, peut-être encore maintenant d'ailleurs, qui dans des posts publics sur Facebook, sur Twitter, etc., quand il y avait un discours un peu comme ça, radical, gilet jaune, ou d'une frange disons, qui pouvait rappeler les gilets jaunes, et qui par ailleurs s'exprimait mal, qui avait une tête un peu biscornue, etc., il y avait très vite des commentaires, disons, une sorte de classe un peu intellectuels qui se sont toujours un peu supérieurs, qui est toujours dans la moquerie, parce que le discours est pas assez subtil, et qui finalement sont très contents, et ça c'est ce que j'essaie de pas mal développer, il me semble, dans les parties narratives de Radical, qui sont en fait assez contents de ces élites, d'être aux manettes finalement et d'avoir ce qu'elles considèrent comme des ignorants pour pouvoir mieux, disons, décider à leur place. Disons qu'elles n'ont même pas l'objectif, en tout cas une certaine pensée, pas toute évidemment, mais une certaine approche, disons, social-démocrate, qui légitime un certain cadre idéologique et économique, on a vraiment que faire de l'analyse réelle. Enfin, ça renvoie évidemment à tout ce qu'a pu dire même le président, par exemple, sur la question des gens qui ne sont rien. Bon, évidemment, c'est un mot, on ne peut pas réduire non plus ce qu'il pense à des mots. Mais ça dit quand même quelque chose de très très net que les Gilets jaunes avaient extrêmement bien compris. Mais tu as raison, hein, et c'est peut-être l'éternelle histoire des gouvernants et des gouvernés, mais on a bien vu que depuis l'élection de Macron et que depuis que la Macronie est à la tête de la France, cette espèce de mépris, il s'est institutionnalisé. Je veux dire, il arrive à son paroxysme. On a eu des mots, des comportements quand même assez violents de la part des dirigeants politiques. C'est du jamais vu dans l'histoire de la Ve République. Et ce que tu décris dans Radical, en fait, à un moment, cette violence en fait qui vient des dirigeants et qui est dirigée vers la base et dont on a vu sur le terrain dans les manifestations l'incarnation à travers l'ordre le maintien de l'ordre des CRS, de la police, qui a utilisé une violence qui avait jamais été vue. Comment tu l'expliques en fait? Enfin, je veux dire, est-ce qu'on est à un stade terminal de la Ve République, de la social-démocratie et du libéralisme qui est acculé, ou alors est-ce qu'il y a encore un petit espoir derrière d'arriver à quelque chose d'autre? Moi, j'essaye dans la mesure du possible d'être pas trop binaire ou toujours dans une dialectique, même si la dialectique c'est un élément intéressant qui doit nourrir, je pense, les approches intellectuelles. Ça reste la méthode philosophique de base. Je veux dire, pour comprendre des problèmes, il faut opposer des systèmes de pensée, des théories, des approches, des manières de voir le monde, que ce soit en économie, en sociologie, en ce que vous voulez, en tout cas dans les sciences sociales. Donc ça, effectivement, c'est intéressant d'avoir cette approche-là, mais ensuite, il faut effectivement la raffiner avec quelque chose qui s'ancre dans le réel. Et donc, effectivement, l'analyse sociologique de ce point de vue-là ne doit pas gommer évidemment tout le travail théorique préexistant, mais il doit quand même enrichir ce discours-là et encore une fois le peaufiner et non pas forcément le modérer, encore une fois, mais le préciser et le complexifier. Alors, c'est toujours une grande idée, mais évidemment, par exemple, je pense que étrangement, on est encore dans une certaine frange, en tout cas, disons de la gauche ou de l'extrême gauche, peu importe le terme qu'on utilise. On est encore parfois, évidemment, c'est pas du tout systématique, il y a des approches très intéressantes que j'ai citées, Badiou, Lordon, il y en aurait plein d'autres, qui disent des choses très intéressantes, même Bernard Friot, d'une certaine façon, qui est quand même très réaliste et lucide sur la manière dont marche le monde, et notamment sur la question du travail. Mais effectivement, disons que la difficulté, je pense en fait qu'on est toujours victime, y compris dans les institutions d'ailleurs, comme Sciences Po, etc., où il y a un discours critique, que malgré tout, qui existe, qu'il ne faut pas non plus nier, même dans ce type d'institution. Mais on est encore dans, disons, des visions qui sont abstraites, avec un système, comme on dit, hypothético-déductif. On parle de théories qui peuvent être formalisées d'ailleurs d'un point de vue mathématique, y compris dans les sciences sociales, et ensuite on va faire découler un certain nombre de conclusions du point de vue de l'analyse, et ensuite des réformes de politique publique qu'il faut mettre en place. Ça, c'est quand même un cadre qui reste toujours très actuel
moi je conteste, pardon, c'est toujours de cette manière-là qu'on va appréhender les problèmes. Et y compris, encore une fois, dans des approches radicales. Le cadre marxiste, par exemple, lorsqu'il est pris de manière brute et, disons, simpliste et directe, sans comprendre évidemment tout le travail qu'il y a dans sa pensée, dans le jeune Marx, dans le Marx dans le dernier Marx, on a des approches qui sont très différentes, qui sont parfois très contradictoires, mais qui sont parfois tellement justement compliquées d'accès qu'on préfère simplifier et reprendre parfois, encore une fois c'est un écueil qui est encore fait, des concepts abstraits, théorétiques, on pourrait dire, comme la classe sociale, la lutte, etc., qui sont, encore une fois, tout à fait valables dans un certain point de vue, mais qui évidemment doivent être totalement quand même revisités à l'aune notamment de tout le travail en sciences sociales qui a été fait depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et ça, ce n'est pas du tout fait de manière systématique, notamment par les militants. C'est fait par les chercheurs, bien sûr, qui connaissent parfaitement la littérature. Sinon, ils ne feraient pas leur métier. Il y a une classe de chercheurs, pour le coup, qui est très, très nourrie et, de ces pensées-là. Mais la lutte des classes... Ce n'est pas quelque chose qui est forcément évident, parce que c'est très complexe. Mais la lutte des classes, là, de ce que j'entends, la lutte des classes te paraît complètement dépassée, du coup. Non, c'est pas que la lutte des classes m'a dépassé, c'est que l'utilisation même en termes... À un moment donné, l'action politique, là, il s'agit dans Radical, c'est pas des chercheurs, c'est pas des gens qui aspirent à fonder une revue ou je ne sais quoi, ou de devenir écrivain. C'est des gens qui s'engagent politiquement. Je parle pas forcément des deux personnages principaux, mais des gens que vont rencontrer justement les deux personnages principaux sur les ronds-points, voilà, qui sont vraiment dans le cœur des gilets jaunes concrets, on pourrait dire. Et donc, dans cette population-là, on pourrait dire, effectivement, oui, je pense que l'utilisation dans certaines franges des gilets jaunes ou de certaines personnes qui ont pu en faire l'analyse de concepts aussi datés, aussi simplistes et aussi, non pas dépassés, mais encore une fois, datés d'un point de vue même de la communication, ont pu énormément desservir le mouvement. Ça me semble totalement évident, puisque l'action politique, encore une fois, n'est pas le travail théorique. Les gilets jaunes ne sont pas un travail théorique, c'est pas un travail de sciences sociales, même si ça peut s'asseoir sur des analyses de sciences sociales. J'ai essayé d'en citer quelques-unes. Mais l'action politique suppose une organisation, suppose aussi d'avoir une certaine simplification aussi de discours. Je me souviens même d'ailleurs de prises de parole de gens comme Lordon, alors c'était plus sur Nuit debout en l'occurrence, où lui-même se désespérait un peu, effectivement, parfois, justement, du fait qu'on pouvait être un peu perdu, enfin je ne m'attribue pas ces critiques-là, il faudrait revoir précisément, mais parfois un peu, justement, perdu dans une approche comme ça qui manquerait un peu de finesse. Et je pense que là-dessus, c'est tout le problème. Le camp, à supposer que ce soit un camp, mais oui, je pense que c'est quand même une sorte de camp, effectivement, le camp opposé, ou les camps opposés, parce qu'évidemment, il n'y en a pas un seul, c'est quand même, à mon avis, assez évident. Cette lutte des classes existe, mais elle n'est pas divisée en deux. Il y a une lutte des classes qui est sans doute tripartite, quadripartite, comme vous voulez, enfin, qu'il faudrait vraiment raffiner pour être plus impactant. Mais voilà, en fait, si vous voulez, j'ai toujours l'impression que la clé de la domination communicationnelle, pour le dire clairement, est souvent effectivement du côté des camps opposés, disons. Parce qu'effectivement, eux vont avoir les ressources de certaines institutions, des think tanks, etc., qui vont pouvoir payer les gens toute l'année pour pouvoir faire des notes, etc., et avoir un discours extrêmement raffiné. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'il y avait ? Il y avait des personnes qui avaient disons, dans des catégories sociales inférieures, qui n'avaient pas forcément le temps, encore une fois le bagage, même tout simplement la possibilité technique et pratique de pouvoir opposer à ces camps contradictoires, à ces camps de lutte, entre guillemets, quelque chose qui soit suffisamment important et en tout cas plus impactant que les discours opposés. Parce que, évidemment, il s'agit de ça. Et si c'est une lutte, il y a bien un gagnant à un moment donné. Et il me semble qu'aujourd'hui, malheureusement, et je parle également de la situation actuelle et pas seulement des gilets jaunes, il me semble que les camps opposés, parce que je pense qu'ils sont pluriels, sont toujours gagnants du point de vue de l'impact communicationnel. Je pense disons que... J'ai relevé effectivement, excuse-moi juste, j'ai relevé effectivement, tu parles de la lutte des classes. À un moment, tu dis la classe bourgeoise et de moins en moins bohème avait gagné la lutte des classes et pouvait enfin s'afficher telle qu'elle était, snob et intraitable. Donc effectivement, tu mets ça en avant. Et quand tu dis qu'elle a gagné, ça me fait penser, bon alors bien sûr socialement, etc. Ça me fait penser au mot de Warren Buffett qui avait lui aussi dit bon voilà, la lutte des classes, elle existe, nous la menons et nous la gagnons. Et là, tu parles du fait que certains ont donc le pouvoir médiatique, le pouvoir de diffuser les idées, et c'est eux aussi finalement.
C'est eux aussi, c'est-à-dire? La classe dominante, en fait. Oui, bien sûr, c'est pour ça que je parlais à l'instant effectivement de la question de la communication, parce qu'à un moment donné, effectivement, une action politique suppose une communication, une action, hein, disons pour le dire encore plus simplement, qui est une action effectivement d'autre chose que uniquement la communication. Et dans le monde d'aujourd'hui, effectivement, on peut quand même pas faire fi de YouTube, des réseaux sociaux, des médias, de tout ça pour pouvoir effectivement asseoir une pensée politique et a fortiori une action. Et pour revenir sur Radical, donc tu évoques beaucoup les problèmes sociaux et des fois ça va même plus loin. Il y a la question du sens de notre vie finalement aussi dans cette société que tu abordes et tu dépeins une génération assez désenchantée, notamment dans ce que dit Nicolas. Et je me demandais si Nicolas c'était pas un petit peu toi parfois, et si le fait que tu écris, si c'est pas ta manière à toi de t'engager et d'essayer de combattre ce qui ne te plaît pas dans cette société ou de dénoncer. Oui, c'est sûr. Il y a quelqu'un qui dit ça bien mieux que je pourrais le dire, qui est Modiano. Il dit on écrit quand on va mal. Et l'expérience de l'écriture, sans vouloir en faire des tonnes sur l'écrivain torturé, mais effectivement, moi-même, quand j'avais commencé à écrire le livre que j'ai mentionné tout à l'heure, le camp, quand j'étais à HEC, c'est parce que j'avais cette sensation à la fois de rentrer, on pourrait dire, dans l'antichambre de la réussite, d'une certaine façon, la plus sommaire, en tout cas la plus évidente, d'une certaine façon, du point de vue des codes et des notions de réussite qui sont les plus dominantes dans la société. Et en même temps, je souffrais au sens où, et cette souffrance, elle était intéressante, effectivement, parce que c'était en effet une perte de sens, qui est ressentie par évidemment beaucoup d'autres personnes, c'est pas mon cas personnel qui est intéressant, c'était quelque chose que je ressentais dans les discours, dans les échanges très nombreux que j'avais avec des gens d'HEC ou d'autres écoles, parce que HEC spécialement, n'importe quel type d'école de commerce, n'importe quel type de grande école avec un objectif, disons, derrière managérial, etc. Vous pouvez avoir ce type de problème qui apparaissent, avec beaucoup de personnes, notamment, ça renvoie encore une fois à ce livre précédent, mais tout est lié, je pense, qui essayaient de faire d'autres études à côté, de la philo, des mathématiques, etc., pour justement retrouver du sens précisément. Donc en effet, oui, ce que j'essaye de décrire, c'est un personnage un peu l'homme contemporain, l'être contemporain, encore une fois, avec tous les guillemets que ça suppose, qui est ancré dans une réalité, qui n'est pas un être abstrait, c'est quand même plutôt, alors je ne vais pas dire forcément un mâle blanc, mais bon, en tout cas, disons qui parle de la situation qui est la mienne, donc je ne parle pas d'autres situations, je ne suis pas un peuple indigène, je ne suis pas, j'habite pas en Amérique du Sud, j'habite pas non plus aux États-Unis, etc. Donc on est quand même toujours situé, bien sûr, c'est pas un modèle qui est total, qui est abstrait. Mais on peut dire quand même quelque chose sur l'époque, en effet. Et cette souffrance, elle me semble totalement évidente. Et d'ailleurs, elle était partagée, moi, ça m'a toujours frappé, par beaucoup de profs. Contrairement à ce qu'on peut croire, les profs de personnes, des personnes qui enseignent à HEC dans d'autres écoles, même les gens d'ailleurs aux organes de direction, ne sont pas du tout forcément d'accord avec cette espèce de, pas de cadre global, parce qu'il n'y a rien qui vient d'en haut de manière directe. C'est des chercheurs qui sont indépendants, qui ont été formés, je veux dire, voilà, il y a des gens très bien, la plupart sont même des gens extrêmement bien. Mais malgré tout, ce cadre-là, qui est évidemment l'objectif de faire du business, de rechercher l'intérêt, sans poser la question du sens de prime abord, évidemment, c'est un gros problème pour un peu tout le monde. Et après, évidemment, on sait que dans les techniques à peu près qui permettent de maintenir quand même le bateau un petit peu à flot et d'empêcher de couler totalement, on sait qu'il y a des techniques, vous savez, de greenwashing, social washing, etc., qui permettent justement de mettre un peu de sens, entre guillemets, en donnant justement des causes environnementales, sociales, tout ce qu'on appelle corporate social responsibility, donc tout ce qui va être responsabilité sociale, environnementale, etc., sociétale, donc droit LGBT, promotion, respect de l'environnement, etc., inclusion des minorités. Donc ça est très bien d'ailleurs. Mais évidemment, tout le problème, c'est ce que dirait, je pense, quelqu'un peut-être comme Lordon, il dirait oui, mais le problème, c'est qu'on met à aucun moment en cause le cadre global qui préexiste, c'est-à-dire un principe d'offre, de demande, de marché, de prix qui est fixé par ce marché, qui est pourtant très défaillant, qui fait des crises régulièrement, etc. On ne se pose pas cette question-là. Éventuellement, on corrige ensuite, si on est quelqu'un comme Thomas Piketty, après avec un système fiscal plus juste, et ce que dit d'ailleurs Piketty, très intéressant, mais à aucun moment, en tout cas à de rares moments seulement, peut-être les Gilets jaunes par exemple, on le remet en cause de manière plus fondamentale. Et ça, il y a des débats très intéressants auxquels je renvoie les gens qui... Alors justement, concernant ce que tu viens de dire, là, qu'on ne remet pas en cause le cadre global, l'offre du marché et tout, bon, moi j'ai envie de dire, là, tu parles de capitalisme peut-être, et la question c'est, lorsque tu dresses un peu un constat au tout début, j'ai relevé que tu écris « L'élection d'un président adepte de l'agilité et du modernisme n'avait pas su ôter le mal qui rongeait la société depuis 4 décennies, de point l'immobilisme ». Et ça m'a surpris en fait, moi je voyais autre chose après les 2 points. Parce que l'immobilisme, je trouve que ça ressemble un peu
à la ritournelle de beaucoup des gouvernements successifs qu'on a eus depuis des années, quand ils veulent faire passer des lois antisociales. Et devant notre mobilisation contre ces lois antisociales, ils viennent nous dire « Ah mais oui, mais les Français, c'est un mal français spécifique, c'est l'immobilisme, ils refusent les réformes, etc. » Alors que c'est leurs réformes antisociales qu'on refuse, c'est pas les réformes. Et donc là, ce mot, j'ai eu l'impression en fait d'entendre un peu leur discours avec ce mot. Voilà, juste. Oui, c'est tout. Mais je suis d'accord tout à fait avec ce que tu dis là-dessus sur effectivement le caractère polysémique de ce qu'on met effectivement derrière immobilisme. Il y a aussi une autre expression qui est souvent employée par ces camps-là, c'est la question de la pédagogie. Vous savez, ça encore une fois, Lordon parle très souvent, et je trouve ça très pertinent. Il dit voilà, qu'en gros, le programme des politiques parfois, c'est dire voilà, on n'a pas fait assez de pédagogie. Donc les gens n'ont pas compris pourquoi la classe sociale était pertinente. et Lordon répond, parce que j'aime pas m'approprier les théories qui ne sont pas les miennes, il répond quelque chose du style du con, on avait très bien compris. Et effectivement, c'est un peu ça qui se passe. On essaie de faire passer en effet la pilule de cette façon-là. Alors malgré tout, il y a quand même un immobilisme, mais en effet, c'est un immobilisme qui n'est pas du tout le même. On a aussi ce mot, en effet, peut-être malencontreusement choisi, en tout cas, et celui-ci, il y a quand même un immobilisme, dans le sens effectivement où, par exemple, pour prendre un truc très très simple, sans aller dans des choses complexes sur la remise en cause du capitalisme ou de la propriété privée ou de ce que vous voulez, quelque chose de très simple, c'est que par exemple, Hollande, en 2012, a été élu sur l'idée, moi je savais des personnes proches du PS qui étaient des amis, etc., qui me parlaient de ça, qui me disaient, voilà, il y a une réforme fiscale importante, de grande ampleur, qui va être tentée par le gouvernement de François Hollande, dans un sens de plus de justice, une réforme fiscale forte qui pourrait remettre à plat justement l'ensemble du système, peut-être taxer davantage le capital au détriment du travail, dans le bon sens, en tout cas d'un point de vue social. Et en fait, rien de tel n'a eu lieu. C'est même presque l'inverse qui s'est passé, on le sait, avec des pactes de compétitivité et d'autres politiques de ce style-là, après l'arrivée de Macron ensuite, qui a la loi El Khomri, voilà, bref, disons des réformes qui, quoi qu'on en pense, n'étaient pas du tout effectivement celles sur lesquelles avait pu être élu, en tout cas sur lesquelles il s'est présenté François Hollande. Donc, effectivement, c'est quelque chose de très clair. Par immobilisme, on peut comprendre effectivement exactement les deux choses. C'est tout le problème, encore une fois, de la question de la communication, d'où la question des termes. C'est pas la sémantique, comme on dit beaucoup, je déteste ces gens qui utilisent oui, c'est une question de sémantique, etc. C'est pas une question de sémantique, c'est une question de langue, tout simplement. La sémantique, c'est encore autre chose. Pas besoin d'être sémiologue, c'est juste d'utiliser effectivement des mots qui sont différents. Et en fait, d'avoir du coup une approche, en effet, qui peut être différente, qui peut être nouvelle également. Ça, c'est tout le problème. Moi, je pense qu'aujourd'hui, justement, dans cette méthode-là, dans cette approche-là, moi, la technique, on pourrait dire, à laquelle j'aboutis, parce que j'avais participé à le seul travail un peu théorique, sans prétention, auquel j'ai participé, c'est un livre qui s'appelle Manuel de résurrection, avec le collectif Sigma, où c'est des personnes, des étudiants, etc., avec qui je partageais, disons, pas mal d'approches sur la société. C'est pas un travail extrêmement abouti, c'est un travail un peu expérimental, mais qui était quand même théorique et qui était assez fort du point de vue, en tout cas, des propositions qu'il essaie de mettre en avant. Mais ensuite, qu'est-ce que j'ai eu comme problème ? Un, déjà, je ne suis pas chercheur, mais deux, surtout, il me semble que l'époque, parce que je pense que penser indépendamment de l'époque, c'est évidemment problématique, me semble beaucoup plus adapté, ce monde de divertissement permanent sur lequel on pourrait revenir éventuellement, de contenu très horizontaux sur lesquels finalement on ne sait plus trop comment attribuer la valeur respective à chacun, le contenu politique, est-ce qu'on est dans une pub Gucci ou est-ce qu'on est dans une critique des capitalistes, que tout se succède finalement sur YouTube, sur Twitter, etc., les top tweets, les tendances, etc. On est dans ce monde-là. Et du coup, dans ce monde-là, il me semble que, d'informations à foison, que le roman, en tout cas la fiction notamment, est beaucoup plus intéressant. On parle notamment d'ordre un peu anarchique, hein, c'est une expression qui a été beaucoup employée justement pour comprendre cela. Et il me semble que pour décrire un petit peu, pour avoir de nouveaux outils de lutte, hein, pour que les armes de la critique se renouvellent, le roman me semble être quelque chose d'assez intéressant parce que précisément, j'ai l'impression, pour le dire très simplement, qu'aujourd'hui, l'homme moyen qui est dans ce monde, qui est sur les réseaux sociaux partie du temps, pas forcément tout le temps, qui s'informe de manière peut-être un peu différente aussi grâce à tout ça, ou à cause de tout ça, j'ai l'impression qu'il n'a pas accès intuitivement, il est tellement obstrué, on pourrait dire, et tellement pollué d'une certaine façon par l'ensemble de ces sources d'information, de ces
divertissement, de ces contenus divers qui nous sont balancés en plein visage toute la journée, que finalement la fiction, le fait de s'attacher à des personnages, de comprendre les situations par ce biais-là, me semble être aujourd'hui la seule manière. On parle beaucoup là de romans, en l'occurrence de ceux que j'ai essayé d'écrire. On pourrait dire la même chose sur le cinéma, les séries. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le potentiel de critique radicale, en tout cas de critique fondamentale de tout cela, c'est sans doute via la fiction. Et du coup, à un moment donné, voilà, on est dans une méthode qui est très différente. On n'est plus du tout dans une approche abstraite, théorique, puisque le romancier ou le cinéaste, par exemple, le vidéaste, ce que vous voulez, n'a pas les mêmes armes. Et c'est pas l'objectif. Hein. Si tu peux reprendre juste là, moi j'avais une question à te poser. Et j'en profite par rapport à ce que tu es en train de dire justement là, c'est que j'avais un peu l'impression, en regardant un peu les différents bouquins, tout ça que tu as fait, c'est vrai que tu viens de parler de l'ouvrage que tu avais fait avec le collectif Sigma. Il y a un peu ce truc, des fois, avec la posture d'artiste, d'à la fois se situer partout, en même temps de se situer nulle part. Quand on regarde ce que vous avez fait avec Sigma, c'est vrai que ça fait très génération perdue, mais finalement, c'est pas. On peut se demander si c'est nouveau, hein, parce que on est tous passés par là quand on était au lycée, collège, etc. C'est-à-dire qu'on a étudié les auteurs du 19e siècle et on n'est pas les premiers pendant notre jeunesse à s'être sentis un peu perdus dans un monde qui serait voué à l'échec. Mais finalement, est-ce que c'est cette posture d'artiste, du coup, politiquement, ça revient à quoi pour toi? Ça revient plutôt à se situer ou finalement à pas se situer? Qu'est-ce que ça permet? Moi, je pense que l'esprit profond avance masqué. Hein, c'est d'ailleurs une phrase que je mets en exergue, je sais plus dans quel texte, c'est Nietzsche, et je pense qu'il y a un peu de ça. Alors, c'est pas masqué au sens réel, puisque à un moment donné, ouvrir un bouquin, on a les éléments, même des passages médias, si on veut s'amuser à regarder ça, on voit qu'il y a, voilà, les éléments sont présents. C'est pas se cacher au sens de clandestin, hein. Mais effectivement, je pense que la fiction est une manière, disons, pas une dissimulation, mais c'est une manière indirecte, une manière nouvelle en tout cas à la fois non pas de faire le jeu du système, mais en tout cas de ne pas le prendre forcément de face, pas le prendre forcément de front. Je pense que c'est pas une stratégie pertinente. C'est une intuition, c'est presque une opinion d'une certaine façon, mais que j'essaie quand même de fonder. Alors que par des biais de ce type-là, je pense que on peut sans doute avoir beaucoup plus. Par exemple, très simplement, dans le travail, alors peut-être qu'il était justement insuffisamment nourri, mais j'ai par exemple beaucoup plus de retours ou de choses, disons, qui peuvent nourrir une critique ou une analyse de la société avec ce que je fais dans un travail de roman, que par exemple dans ce bouquin Collectif Sigma. Moi, j'avais eu un papier dans Philosophie Magazine, mais je veux dire, c'est considéré comme étant quelque chose d'un petit peu marginal, voilà, qui serait quelque chose peut-être effectivement de déjà vu, même si, je pense pas, je pense qu'il y avait pas mal d'éléments, on essayait pas mal de mener, moi je m'occupais plutôt de la partie philosophie politique, mener justement un peu de front, une analyse à la fois sociale, économique et sociale ancrée dans les sciences sociales, et une réflexion politique et philosophique plus totale, plus globale, notamment influencée par la philosophie allemande, après par Spinoza, etc., sur ce cadre politique. Donc c'était, voilà, c'est une tentative, mais effectivement je pense qu'elle a infiniment moins d'impact. Je pense qu'aujourd'hui, encore une fois, pour reprendre la question des affects dont je parlais tout à l'heure, je pense qu'il faut être, et avec les Gilets jaunes, c'est aussi ça qui s'est passé d'une certaine façon, il faut être saisi dans sa chair, dans son corps, dans ses affects. Pas uniquement les affects individuels, bien sûr, hein, être dans une salle ou dans la rue et avoir des milliers de personnes qui scandent un même mot ou une même critique, c'est quelque chose d'individuel, c'est éminemment collectif, mais aussi de l'affect. Par exemple, prenons quelque chose de très simple. Si je peux me permettre, c'est de l'affect, mais s'il y a peut-être une leçon aussi à retenir des Gilets jaunes, c'est pas juste celle de l'affect, c'est que finalement tu parlais du fait de monter à une analyse en niveau de cadre, de métacadre, de ce qu'il y a au-dessus, mais avant ça, ce qu'on a plutôt connu, c'est en fait le fait de parler chacun de ses expériences plus quotidiennes, plus proches. Et que peut-être qu'il fallait d'abord en passer par là pour en arriver à des analyses du grand tout, en fait, de faire le lien entre ces deux questions-là. Oui, mais bien sûr, ça peut être un élément premier qui n'est pas le stade terminal, je suis tout à fait d'accord, et encore une fois, je pense que derrière, l'organisation, elle, suppose quand même un cadre théorique. Par exemple, moi, je trouve que, par exemple, le concept de parti politique n'est pas du tout dépassé. Il
faut évidemment un parti politique. Aujourd'hui, tous les partis s'appellent mouvement, mouvance, groupe, etc. Non, il faut un parti avec une discipline. Parce que si il n'y a pas un cadre théorique, un parti politique, c'est pas effectivement des mecs qui sont un collectif d'artistes et qui font des choses qui touchent à la politique, mais qui sont quand même un peu atomisés et qui sont indépendants, on pourrait dire, et autonomes. Il n'y a aucun impact politique, en tout cas fort et durable, en s'y prenant de cette manière-là. Donc le concept de parti politique suppose effectivement cette structuration-là, cette organisation-là. Mais encore une fois, je pense que l'époque dans laquelle on est, par exemple, prenons une technique de communication très connue aujourd'hui, que tout le monde connaît, même des gens qui ne sont pas versés dans ces sujets, la question du storytelling, comme on dit. Donc effectivement, le fait de prendre sa propre histoire comme étant un élément d'ancrage pour asseoir une pensée politique, c'est quelque chose qui a beaucoup été utilisé par tous les grands partis, par quelqu'un comme Obama, ça a été fait avec certains succès, il y a beaucoup de choses qui ont été faites autour de ça. Même fut un temps, quelqu'un comme Sarkozy mettait beaucoup en avant sa vie privée, son enfant, je ne sais trop quoi, pour pouvoir ensuite justifier la valeur travail, des choses comme ça. Donc le storytelling qui peut être utilisé donc, pour évidemment toutes les options politiques possibles. Et malgré tout, on est aujourd'hui énormément, de mon point de vue, on est un peu enfermé, enferré, on pourrait dire, dans ce cadre-là. Et je pense que, encore une fois, la source, c'est le contexte dans lequel on est, où la journée d'une personne, alors normal, elle ne veut rien dire, mais la journée d'une personne, peut-être, allez, disons, entre 20 ans et 45-50 ans, aujourd'hui, dans quand même beaucoup de franges aujourd'hui de la société, c'est une présence, ou pas forcément une omniprésence, mais c'est YouTube, c'est Instagram, c'est Twitter, c'est TikTok éventuellement, c'est son téléphone qu'on sort 150 fois par jour, y compris quand on a, moi je croise tout le temps des personnes qui pourraient être mes grands-parents et qui sont sur leur téléphone, qui me rentrent dedans parce qu'ils sont pas forcément sur Instagram, mais qui sont sur Internet, sur des applis, des choses comme ça, même je sais pas, sur Amazon, sur Google, sur ce que vous voulez. Donc on est dans ce monde-là. Et dans ce monde-là qui est totalement horizontal, fracturé, où n'importe qui peut lancer un contenu, lancer une idée, lancer une information, s'exprimer dans un sens très large, et en plus dans une confusion permanente. Par exemple, si on prend la question des stories qui existent sur YouTube, Instagram, etc., donc ces petites vignettes, l'idée c'est d'abonder un flux permanent. Et quoi qu'on en pense, et quelles que soient les idées qui sont les nôtres, qui nous sont chères, alors, sauf peut-être des gens qui arrivent vraiment à couper, à ne pas utiliser les GAFAM, etc. Et c'est quand même de plus en plus compliqué. Si on prend le cas de la pandémie, par exemple, aujourd'hui, qui n'a pas ou un compte Netflix, ou un compte Amazon Prime, ou un compte Disney+. Ça va devenir quand même très, très, très compliqué à trouver. Donc, tout ça, c'est une manière de vivre, on pourrait dire, et ça suppose donc d'avoir des modes de critique, des armes, en tout cas, de la critique, qui doivent être actualisées. Alors, moi, ce qui me frappe là-dedans, je me souviens d'un schéma très intéressant qu'on peut retrouver d'ailleurs en ligne pour ceux qui s'intéressent, qui est un schéma qui avait été fait un peu du monde politique contemporain par Alain Badiou. Il y avait un séminaire qui s'appelle l'immanence des vérités, très intéressant, qui donnait à l'ENS et à Théâtre de la Commune de Bervilliers, et il expliquait un petit peu les différents paradigmes, et donc notamment voilà, des mouvements, pas d'extrême droite, d'extrême gauche, il ne reprenait pas ces termes-là, cette terminologie-là, mais à un moment donné, il expliquait quelque chose de très fort, de très intéressant, et en réécoutant des discours d'extrême droite il n'y a pas très longtemps, je me suis rendu compte à quel point c'était vrai. Il expliquait toujours que contrairement à une idée qui aujourd'hui est parfois un peu répandue, l'extrême droite, que ce soit version Le Pen, version Zemmour, n'a absolument pas comme préoccupation première la critique sociale. Et là, j'écoutais tout à l'heure, pour le besoin d'une émission, un discours de Zemmour, justement, qui était un discours complètement à la Madelin, donc libéral, sur la baisse des charges, sur l'impôt comme étant un ennemi, sur le fait qu'il faut pouvoir compenser le travail, qu'il faut arrêter de limiter les profits, etc. Donc c'était vraiment extrêmement intéressant parce que là, en fait, on voit bien qu'effectivement, contrairement à ce que peuvent croire encore certaines personnes, il n'y a pas de critique sociale dans les discours d'extrême droite. Parce qu'aujourd'hui, c'est quand même malgré tout une idée dont pas mal de gens sont quand même convaincus. Et beaucoup de gens pensent, se disent finalement, du point de vue social, des gens comme Le Pen, des gens comme Zemmour, oui. migratoire, impactant. Or, si on regarde, c'est pas du tout le cas. C'est une version libérale et ensuite une doctrine plus autoritaire du point de vue des questions sociétales. Mais c'est une vision totalement libérale en économie. Et justement, c'est en ça que l'extrême droite, son discours est utile à la classe dominante, c'est qu'il ne pose pas une critique sociale et en fait, ils essaient de dévier la colère
au lieu que la colère se dirige vers les vrais responsables des problèmes sociaux, eh bien, cette colère est déviée vers des boucs émissaires. Et finalement, c'est en ça qu'ils sont utiles et peut-être en ça qu'on les voit tant aussi sur certains médias, parce que ça sert à certains sujets. C'est totalement... Finalement, si je peux me permettre, on retourne un peu sur la réflexion, je pense, qui t'a amené à l'ouvrage, le radical. Parce que la question, c'est qu'on a peut-être l'impression d'en avoir beaucoup de la radicalité dans la société, alors qu'il en manque. Oui, effectivement, oui, c'est très intéressant de voir ça. Il y a en effet des discours qui peuvent être nombreux, qui peuvent être violents. Parfois, on confond la violence d'un discours, parce que sinon, si on accuse une catégorie de personnes, quelle que soit cette catégorie d'ailleurs, bah forcément, c'est impactant, parce que c'est tellement violent, on se dit, voilà, non, on est dans quelque chose qui va attirer l'oreille, qui va attirer l'attention, qui va choquer d'une certaine façon. Mais en effet, oui, à aucun moment, en fait, les éléments constitutifs et de définition de ce cadre sont attaqués. Moi, j'entends absolument rien dans ces camps-là, même en étant de bonne foi, hein, je veux dire, sans les condamner d'avance absolument comme étant les pires antisociaux du monde. En écoutant précisément, en fait, on voit qu'il n'y a aucun élément sur la question du financement de la sécurité sociale, par exemple, du financement de la protection sociale en général, sur la question, je ne sais pas, du rapport de travail, par exemple, quelque chose qui me semble très intéressant pour comprendre l'époque, l'époque, disons, nouvelle dans laquelle nous sommes, c'est par exemple la précarisation infinie et toujours plus importante des types de contrats. Aujourd'hui, pour moi, par exemple, j'ai l'impression dans les secteurs dans lesquels j'évolue, tout le monde est freelance, mais de manière complètement contrainte. Personne n'a de contrat. Même pas de contrat. C'est même pas de dire qu'on a un contrat de freelance qui serait pas un contrat de travail, qui serait moins protecteur. Il n'y a même pas de contrat. Ce qu'on a appelé l'ubérisation de l'économie des contrats de travail, c'est quelque chose qui gagne du terrain tous les jours. Et ça, c'est pas une précarisation élémentaire. Ça empêche de manière directe d'avoir accès à un logement, d'avoir accès à un crédit évidemment, d'avoir une projection personnelle, etc. Je veux dire, ça me semble quand même être un élément totalement central pour comprendre l'époque. Et là, pas besoin d'être un marxiste très radical, très farouchement opposé au capitalisme pour le comprendre. Il s'agit de faire d'analyser effectivement les types de contrats qui existent dans un nombre grandissant de secteurs de l'économie. Alors, je me sens obligé de faire juste l'avocat du diable 2 minutes, mais à une époque, on entendait Zemmour, avant qu'il soit candidat à la présidentielle, taper fortement sur l'Union européenne néolibérale et qui mettait à mal l'État jacobin français. Et du coup, tu n'as pas l'impression... Alors, je veux pas revenir à la question précédente, mais t'as pas l'impression qu'à un moment, peut-être avant de tourner Kazakh, éventuellement, depuis qu'il est candidat, il n'avait pas une critique, je parle de Zemmour en particulier, mais même Le Pen, elle a eu un discours anti-libéral, hein, régulièrement anti-élite et anti-libéral. T'as pas eu l'impression que ces candidats-là, ils ont essayé soit d'aller séduire les anciens électeurs du Parti communiste, parce qu'on sait que le premier parti ouvriériste depuis un certain temps, quand il s'exprime dans les urnes, eh ben, c'est le Rassemblement ou le Front National. Voilà. Et ils ont quand même eu un discours assez antilibéral. Est-ce que tu n'as pas eu l'impression que ça a été sincère à un moment et que se passe-t-il aujourd'hui ? Je ne pense pas du tout que ça a été sincère, mais en revanche, je pense qu'effectivement, c'est un discours qui est trompeur, qui est même pervers d'une certaine façon, qui est même, je pense, volontairement pervers. C'est pas accidentel du tout. C'est des gens qui savent très bien ce qu'ils font et qui sont entourés de gens eux-mêmes qui ont totalement accès à l'information. Et il y a des chercheurs, même à l'extrême droite, si on veut, je veux dire, qui savent quand même ce qu'il en est de la littérature en sciences sociales, en économie, etc. Non, en fait, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, c'est une difficulté de compréhension. Quelqu'un, par exemple, comme Zemmour, se dit antilibéral, il a toujours été qualifié d'antilibéral, il l'est d'une certaine façon, d'un point de vue sociétal, du point de vue des droits, disons, des femmes, droits LGBT, du point de vue d'un certain nombre de combats, comme on dit, sociétaux aujourd'hui, avec tous les guillemets que ça suppose. Mais en réalité, d'un point de vue économique, on est dans une vision en fait, de capitalisme un peu du 19e, un peu paternaliste. On est en fait dans une prolongation, pas forcément du libéralisme au sens effectivement d'un dépassement des frontières et d'une uniformisation du marché, en effet. Donc c'est une vision du libéralisme qui est différente, mais qui garde, encore une fois, tous les éléments constitutifs du capitalisme. C'est pour ça, évidemment, le terme de capitalisme est toujours à préférer au terme libéralisme, puisqu'effectivement, on peut parfaitement être
mais être totalement capitaliste. Et encore une fois, ce discours-là, je renvoie aux gens qui sont intéressés par ça, un dernier discours de Zemmour où il parle beaucoup de ces questions des impôts, etc. C'est un discours, mais vraiment une promotion, une propagande, on pourrait dire, du capitalisme à proprement parler, et en gros de dire que la société repose sur la propriété privée, sur l'échange marchand, qu'il faut des impôts qui soient les plus bas possibles, que l'enrichissement est une bonne chose par principe, etc., etc. Qu'il faut réduire les amendes, qu'il faut réduire les taxes, qu'il faut réduire les charges sociales, etc., etc. Donc en réalité, c'est tout le problème des termes. En effet, on peut être antilibéral effectivement dans un rapport, par exemple, à l'Union européenne, dans un rapport à l'OTAN, etc., mais être rigoureusement dans un cadre capitalisme. C'est pour ça qu'en fait, en effet, l'utilisation du terme capitalisme reste toujours pertinente. Et d'ailleurs, je ne vois pas en quoi les mutations de l'économie qu'on a un peu abordées dans l'émission, aujourd'hui, invalident ce point-là. Puisqu'aujourd'hui, je prenais l'exemple des startups aujourd'hui, elles sont fondées, elles sont assises théoriquement et dans leur mise en pratique, dans leur déploiement, sur un cadre qui est totalement inchangé et qui est même, encore une fois, confirmé et radicalisé d'une certaine façon. C'est-à-dire, encore une fois, où le but n'est plus seulement de conquérir un marché, comme on le faisait par exemple avant, je ne sais pas, on lançait une marque de vêtements, on voulait conquérir la France. Avec le modèle des startups, il faut immédiatement lever des fonds et être valorisé après en bourse éventuellement le plus vite possible. Et il faut donc s'adresser à un marché total, global, immédiatement. C'est une version beaucoup plus rapide, beaucoup plus agressive du capitalisme, on pourrait dire. Je veux dire, il y a ça, il n'y a pas de secret là-dessus. Rien n'a évolué de ce point de vue-là, ça a au contraire été densifié et encore une fois accéléré par ces nouvelles pratiques, disons, managériales, où à un moment donné, on peut effectivement être dans sa chambre, fonder une start-up très sympathique, et moi j'ai des gens comme ça que je connais, et en quelques mois, lever 5 millions d'euros auprès de grandes fortunes françaises ou de fonds, etc., la BPI par exemple, et ensuite monter des projets. Ce qui ne veut pas dire que tous ces projets qui sont mauvais, hein, c'est pas tout ça que je dis, mais c'est quand même un mode de fonctionnement extrêmement brutal. Qui est totalement financiarisé dans son essence. Je veux dire, à côté, dire le maroquinier ou le designer de vêtements qui lance un peu des vêtements avec un petit stock et qui essaye comme ça de faire connaître, on est quand même dans autre chose là. On est dans une approche quand même qui est immédiatement à l'origine même, on pourrait dire, de ce qui constitue le capitalisme, c'est-à-dire la recherche effrénée et illimitée de profits toujours plus importants et avec le moins de coûts possible. Le principe du scale auquel je faisais référence tout à l'heure. Exactement. Et du coup, je veux pas te relancer par rapport à ce que tu disais, mais voilà, je crois que la boucle, elle est bouclée, en fait. C'est le capitalisme ou l'émergence du marché sans fin, quoi. Donc, enfin, voilà, tu l'as très bien résumé. Ouais. Je pense qu'on peut demander à Et on Tom. remercie Tom et on se dit au revoir. Merci à vous, hein. Merci beaucoup pour ça. Je pense que c'est intéressant les formats longs comme ça parce qu'effectivement, j'écoute beaucoup d'autres chaînes concurrentes, entre guillemets, Thinker Review, ce genre de choses. Les formats longs, je trouve, sont très intéressants et je pense aujourd'hui qu'ils ont quand même un impact. Les gens prennent le temps de se poser, en tout cas de plus en plus souvent, je trouve, pour sortir un peu de cette anarchie d'information, en tout cas de ces flux très courts et très continus. Je trouve que c'est un exercice intéressant. Moi, j'espère n'avoir pas été trop abstrait, et pas avoir botté en touche non plus. Ouais, merci à toi, Tom. Oui, merci d'avoir été là. Merci, bonne soirée. Bonne Ouais, soirée. merci Tom, ouais, à bientôt. Au revoir.